Je vais un peu me présenter rapidement. Donc, en fait, j'ai une formation de physicien, mais mon doctorat a porté sur l'intelligence artificielle, la robotique en particulier. Et en fait, c'est depuis ce temps-là que je m'intéresse plus particulièrement aux questions de. J'ai travaillé comme administrateur, enfin, je travaille toujours comme administrateur système et réseau à l'Université de Metz et maintenant à l'Université de Lorraine. Et donc, vous allez voir, je vais vous parler en fait de problématiques qu'on a eu à traiter dans le cadre de la fusion des quatre universités lorraines. Je suis également RSSI, mais ça, on verra ça demain. Aujourd'hui, on ne sera pas trop concerné. Donc, comme pour la plupart, c'est peut-être la première fois que vous venez à Nancy ou en Lorraine, je vais vous faire une petite introduction touristique. Bon, ça sera un peu réglé. Mais ça sera une introduction aux questions de classification de données, de traitement d'informations. On passera enfin à la fin à ce que c'est les ontologies et quels sont les usages d'ontologie, comment on le fait avec des outils standards, et on verra comment on s'en est servi pour traiter un problème de fusion. Et vers la fin, on aura quand même un petit peu de code perl, hein, parce que voilà, on n'est pas venu pour ça. Donc l'introduction touristique, en fait, je ne vais pas spécialement vous parler de la Lorraine, mais plus particulièrement de Metz. Là, vous avez deux stèles funéraires du musée de la Côte d'Or. Donc, c'est des stèles funéraires romaines, enfin gallo-romaines, qui datent du 1er ou 3e siècle. Bon, sur Nancy, vous n'en trouverez pas, hein, parce que à l'époque de Rome, c'était ici c'était un peu marécageux, quelques palissades et c'est tout. Par contre, à Metz, on a trouvé plus de 80 stèles romaines de ce type. On va zoomer, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez ici Pozuerund. Alors on zoome juste pour voir l'intitulé. Et donc c'est de l'épigraphie. Donc depuis le temps en fait on est capable de les décrypter. Donc les morceaux là en fait on s'est un peu effacé, c'est le poids cassé. Iolae, Siliché, Filiae, Sakuri. Notez ici le plus qui n'est pas noté. C'est une des difficultés de l'épigraphie, c'est qu'on ne met pas tous les termes, sont sous-entendus et suffisamment clairs. Donc, pareil ici, Pierre abîmé, Souris, et Sacel, Jus qui a disparu, et ce qui nous intéresse, c'est Pozuerund et Bourgogne. Et donc, ça se traduit par dans ce tout le nom, Viola, fille de Silicius Sacurius, son époux, son père, et Sacel, son fils, l'ont érigé de leur vivant. On passe à la suivante. Donc ici on voit à peu près Caratulio, Situsio Filio, Nègre, Négociatori, Artiste, Sprae. Et ici en fait ce qu'on intéresse c'est le HPC, RS, Ponanum, Puravit. Et donc on a Caratulius, fils de Cécinius, marchand de serrurerie, ses héritiers ont pris soin de l'ériger. Je peux encore me trouver le sens. Donc ce qui nous intéresse c'était donc les mots Pozuerund et Ponanum. Et ça vient, c'est un peu plus haut, du verbe pono, ponis, ponere, poso, etc. Donc Pozuerund, la forme de la parfait, la troisième personne plurielle, Ponanum, participe passé accusatif, Ponenda, participe passé nominatif, etc. Qui veut dire construire, établir, créer. Voilà, le début de l'introduction. Voilà. C'était une occasion de mettre des photos, parce que dans nos métiers c'est toujours difficile. Bon, voilà. Donc Pono, Ponanum, Ponenda, etc., c'est construire, établir, créer. Et donc ça nous permet de comprendre maintenant, tout le monde est capable de lire ça. Pluralitas non est ponenda sine necessitate. Pluralitas, les pluralités, non est ponenda ne doivent pas être construites sine necessitate, sans nécessité. Et donc c'est Guillaume d'Occam, donc entre 1285 et 1345. Et donc c'est ce qu'on appelle couramment le rasoir d'Occam. Qu'on traduit de nos jours on exprime de nos jours plutôt sous les antiqués, ne doivent pas être multipliés par-delà ce qui est nécessaire. Ou tout couramment, les hypothèses les plus simples sont les plus vraisemblables. Et en fait, c'est un des principes fondamentaux de la science. On verra que Wittgenstein l'exprime sous cette forme-là. Donc dans le traité logico-philosophique,
Si un signe n'a pas d'usage, il n'a pas de signification. C'est donc un aphorisme de Wittgenstein. Donc vous voyez quand ça commence à s'approcher de nos questions de traitement des données. Le premier aphorisme de Wittgenstein est le monde a la totalité des faits et non des choses. On reviendra sur Wittgenstein plus tard, parce qu'en fait c'est assez important sur la classification et le traitement des données. C'est un ensemble de présentations que j'avais fait à diverses occasions, et donc ça peut un montage, je récupère, je recycle. Donc la question de la classification de l'information. Donc en réalité c'est un très vieux problème. Je vous donne deux exemples. Un qui est assez simple. 5 est pair et impair. 5 est pair et impair parce que 2 est pair et 3 est impair et que 2 plus 3 égale 5. Résultat totalement illogique. Hein. Problème pas vraiment compliqué. Hein. Pair et impair, on ne peut pas les additionner. On additionne sur l'addition. Un deuxième, un petit peu plus, un peu plus embêtant. 2 est double et non. Et 2 est un double et un non-double. Parce que 2 est double. Parce que 2 est le double de 1 mais n'est pas le double de 3. Donc les questions, c'est, en réalité, le problème qu'il y a de c'est quoi 5? Dans un cas, c'est un nombre. C'est quoi pair? C'est quoi double? Et donc, il faut identifier ces paralogismes. Donc, des paralogismes, on pourrait dire que c'est des syllogismes, c'est des paralogismes, ça ressemble à de la logique, mais ce n'est pas de la logique. Et donc, les exemples là sont tirés de l'organon d'Aristote, ils sont tels quels, là, je vous ai mis les petits mathématiques d'entre eux. C'est un peu plus simple pour nous. Et donc les réponses de l'organon d'Aristote, donc on est en 382 avant Jésus-Christ, entre 382 et 322, donc la réponse d'Aristote, c'est catégorien en grec ancien, catégorien en grec moderne. Catégorien qui en fait vient du verbe accuser. C'est vraiment Aristote qui l'a créé, on n'a aucune trace avant lui. Accuser au sens d'attribuer un. Donc c'est un mot qu'il a créé pour exprimer ces notions de catégorie. Aristote propose 10 catégories dans l'organon, dans le livre 1. La substance, on verra plus en détail la substance après. Donc la quantité, facile à savoir, ça veut dire qu'est-ce qu'on va attribuer à un objet, quelle quantité on va attribuer à un objet, la catégorie. La qualité, on verra aussi un petit peu plus loin de quoi ça parle, la position, au-dessus, en dessous, le lieu, donc facile aussi, l'endroit où on est, le temps, avant, après, des choses, la relation, est-ce que c'est plus grand, plus petit, la possession, donc avoir qui appartient à l'objet, qui a l'objet, l'action, donc qu'est-ce qu'on fait sur quelque chose, et la passion qui est au sens de subir. D'un côté, on a l'action, on va agir sur l'objet, et de l'autre côté, l'objet subit. Donc, c'est ce qui naît comme de la passion. Donc ça, en fait, ça va être, Aristote, ça va être la création de la logique. Ça va continuellement être utilisé. On le voit en particulier dans la Renaissance. Donc les Arabes continuent en fait à travailler sur, disons, récupérer au travers de Byzance. Et on a par exemple Al-Farabi, celui qu'on appelle l'Aristote arabe, donc entre 872 et 950, qui lui va chercher en fait à diminuer le nombre de catégories. À un moment, il arrive en fait, plus qu'à 2 catégories. Donc la première d'Aristote, substance, et tout le reste sont des accidents. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'en fait, quand il exprime en arabe, la substance, donc je ne suis pas du tout spécialiste en arabe, mais la façon, apparemment, il serait beaucoup plus simple de l'exprimer sous cette forme-là. Donc la substance revient à qu'est-ce. La quantité, à combien. Donc là, la qualité, c'est comment les choses arrivent. C'est un peu peut-être plus clair pour nous. Donc la position, où, le lieu, quand. Et en fait, Al-Farabi, en essayant de diminuer, donc sur le lieu, c'est pas assez. Après, il réussit en fait à rejoindre, à grouper les connexions et les relations, et en fait, il groupe
où, quand, le relatif, le possédé, etc. Et au final, il arrive à 11 catégories. On n'était pas sorti de l'air. Ce qu'on doit noter, c'est que en fait, ces catégories, en fait, on se rend compte qu'elles sont faites de façon empirique. Et ces difficultés de passage entre Farabi et Aristote, c'est que, en fait, non seulement elles sont empiriques, mais elles sont en fait très liées à l'euro grec. Et donc ces catégories, ça a été la base de la logique pendant tout le Moyen-Âge. Donc on en arrive maintenant à nos universaux, et donc la querelle des universaux au milieu du Moyen-Âge, donc en fait quand on redécouvre la métaphysique d'Aristote, des choses comme ça, on finit par s'interroger sur c'est quoi la substance. Donc ça va opposer d'un côté les nominalistes, pour eux en fait il ne s'agit que ce n'est que le canon, ils vont s'opposer aux réalistes. Donc le réaliste au sens, où genre, quand on dit Socrate est un homme, c'est quoi un homme en fait? Ils vont dire mais la nature humaine c'est une réalité. Donc eux sont les réalistes. Et donc Occam sera en fait... Pardon, je vous interromps peut-être, mais quel est le rapport entre le platonisme, le nominalisme et le réalisme? Le platonisme qui a des idéaux. Le platonisme n'a aucune logique. Le platonisme, on n'a pas de proposition, donc on a le sens de l'idée, mais dans le platonisme, en fait, il n'y a pas de proposition de traitement logique. Aristote est un continuateur de Platon, et en fait, il va faire à côté, on va dire, de nos jours scientifiques. En fait, il va formaliser peut-être les idées de Platon, il va être en divergence sur quelques points, en particulier sur la notion d'idée de façon générale. Et donc, ce qu'Aristote propose, c'est vraiment un système que Platon n'a pas. Donc, j'en étais à Occam, donc qui est un nominaliste. C'est pour ça que donc, maintenant on peut réutiliser, on en revient à notre pluralitas non est sine necessitate, c'est-à-dire que pour ça il a fallu aller au bûcher, parce qu'en fait, si on dit qu'on n'utilise que des informations nécessaires, ça va revenir tout seul. Non, mais elle bouge. Non, le PC, le notebook. On the notebook. Press a button. Le PC, c'est Ouais. Ok. C'est la belle format. Donc, pour l'anecdote, en gros, ça veut dire, certains peuvent le comprendre comme ça veut dire il n'est pas nécessaire d'invoquer Dieu pour certaines, alors qu'on a d'autres raisons tout à fait valables. Donc, avec ça, il risque de passer sur le bûcher. On aura d'autres nominalistes célèbres, comme Nicolas d'Ausrecourt, qui a terminé, en fait, ses livres ont été brûlés, et en fait, il a terminé sa carrière comme chanoine de la cathédrale de Metz. Tout le monde le sait. Donc ces questions en fait, vont durer tout le Moyen-Âge, cette querelle des universaux entre nominalistes et réalistes. D'ailleurs, c'est le réalisme modéré de Thomas d'Aquin qui va l'emporter, au contraire du nominalisme. Donc le côté purement en fait, scientifique et pragmatique va être assez vite écarté et reviendra peut-être beaucoup plus tard. Donc, 19e, quand Saussure commence à travailler par exemple sur la linguistique, qui va s'intéresser, enfin revenir à cette question de catégorie, quand on va essayer de définir le signe, donc dans le cadre de la linguistique, alors là j'ai essayé de faire un triangle, donc voyez-le comme un triangle, en latex c'est un petit peu difficile, enfin j'ai pas eu le temps de le chercher. Et à partir du moment où en fait, les linguistes finissent en fait, par définir que le signe est composé d'un signifiant, ce qu'on verra, ce sera une taxonomie, donc le mot tel qu'il est écrit lettre par lettre, une image, le signifié qui pour certains est indiqué comme le sens, le concept, et le référent qui est en fait l'objet réel. Donc Peirce, ce qui fait quelque chose de très intéressant au 19e, c'est qu'en fait c'est le premier, on propose une nouvelle liste de catégories, et
Et en fait, il va proposer, il va faire une étude complète de toutes les classifications. Il arrive à 56 049 combinaisons de classification. Donc on est loin des 10 d'Aristote ou des 11 d'Al-Farabi, en reconnaissant qu'il n'y en aurait que 60 d'utilisables. Fin du 19e, sur ces questions-là, on a la philosophie analytique, en particulier l'école de Cambridge, donc, avec Russell à l'origine, puis Wittgenstein qui va les rejoindre. Là, on peut considérer, donc l'objectif c'est que la logique est capable de décrire toute la philosophie. C'est du positivisme et du néo-positivisme. Donc, c'est des choses qui, on l'oppose à l'école continentale, en fait. Ça, c'est très anglo-saxon. Ça aura beaucoup de succès chez les anglo-saxons. Et en fait, donc en France, en Allemagne, ou des choses comme ça, ça sera des choses qu'on verra apparaître que dans les années 60. Enfin, ça sera accepté, toléré dans les années 60. Et donc, on peut considérer que dans le cadre de l'école de Cambridge, des catégories, on ne parle plus du tout. Par contre, Wittgenstein va proposer de résoudre tous les problèmes de la philosophie dans son logico avec tous ses aphorismes. On a Turing qui assistait au cours de Wittgenstein à Cambridge. Et en fait, ce développement de la logique de Wittgenstein en fait, va beaucoup influencer toute la logique moderne, en particulier donc, à partir de ces jeux de famille, toutes les théories hypothétiques, ce qui amènera à des questions de distance conceptuelle et d'arbre de décision. Donc maintenant qu'on a vu un peu les catégories, de la formation, on passe à comment traiter cette information. Je vous fais grâce des syllogismes aristotéliciens qui en fait n'auront pas été très très productifs. On va partir tout de suite dans le XXe siècle, donc, avec le modèle entité-association qui est proposé par Chen en 1976. Donc ce modèle entité-association, vous avez tous des formations d'informaticiens, pas comme moi. Vous avez tous entendu parler de Maurice Duhamel, qui seront issus de ce modèle entité-association, où donc en fait on a d'un côté l'entité, on va avec une association et un attribut. Les questions c'est quand est-ce que c'est un attribut ou quand est-ce qu'on a une association. Chèvre répond, donc bien après 76, il répond avec, je vous laisse en anglais, donc que le nom commun, ça a un type d'entité, le nom propre c'est une entité, le verbe transitif c'est un type de relation, donc ça c'est que l'adverbe c'est un attribut de la relation. Et donc on peut noter tout de suite c'est que voilà, ça marche. Pour tous ceux qui ont essayé de faire des modèles attributs entité d'association, on se rend compte qu'en fait c'est pas vraiment déterministe, on n'a pas de règle absolue pour dire c'est quoi une entité, c'est quoi un attribut, c'est quoi une association. On passe donc, dans le traitement de l'information, on passe aux bases de données relationnelles. Donc, en fait, les premières bases de données relationnelles sont proposées en 70 par code, mais en réalité, elles vont être réellement utilisées et utiles qu'après les modèles entité-association, enfin qu'après les modélisations de chaînes en 76. Donc tout le monde connaît pour les bases de données relationnelles les formes normales, donc qui définissent quelle atomicité on va avoir. On règle les questions de redondance, toujours avec le rasant d'Occam, etc. Donc on voit, quand on a un peu manipulé les bases de données relationnelles, en fait on sait très bien que si on essaye de respecter les formes normales, on commence à avoir des gros problèmes de performance. Si on veut hiérarchiser les données dans une base de données relationnelles classique, c'est pas forcément évident. On a des SGBD objets, mais je ne sais pas si c'est un grand usage hors de la théorie. Quand on veut exprimer un concept, c'est quoi? C'est une vue SQL. L'atomicité, si on a trop découpé nos données, en fin de compte, au final, est-ce qu'on a toujours le sens de ces données au final? Et alors, faire évoluer une base de données relationnelle, vous savez tous comme moi, c'est un peu apprendre à la manière. Plus important, la base de données relationnelle, en fait, on est dans un monde clos.
toute information qui n'est pas décrite est fausse. Si vous voulez représenter par exemple une relation et frère de, si vous mettez que A est frère de B, vous êtes obligé d'écrire dans votre base relationnelle que B est frère de A. Si vous ne l'avez pas mis, si vous avez oublié d'enregistrer l'information, quand vous allez faire la requête, la réponse sera fausse. Sauf si c'est une femme. D'accord. Sauf si le deuxième partenaire est un élément féminin. En tout cas, elle sera pas frère, elle sera féminin. Mais il ne faut pas oublier de le dire. Et donc le problème, c'est que l'information qui est dans l'application, elle n'est pas dans les données. Donc, pour traiter le FR2, on va le traiter de façon software. C'est là où on passe à une autre évolution qui sont les ontologies. On y arrive enfin. Donc les ontologies, en fait, elles ont commencé à avoir beaucoup de succès à partir des propositions de Tim Berners-Lee en 2001. Tim Berners-Lee, enfin, vous le savez tous, celui qui a proposé aussi le HTML. Donc une ontologie, c'est créé sous la forme de triplé, de sujet, relation, objet. On va s'appuyer sur des modèles ontologiques qui vont décrire ces types de données. Et l'objectif, c'est de produire le graphe de relation. Donc l'exemple classique, quand on veut créer une donnée ontologique, c'est l'exemple dans le cadre du web sémantique, c'est qu'on retrouverait dans tous les cas partout. Quand on veut représenter Tim Berners-Lee et une personne, donc Tim Berners-Lee, en fait, on le reconnaît grâce à une URL, grâce à une unique, une URL, on dit ça. Vous savez, vous, ce que c'est quand on explique ça à l'utilisateur de base. Donc en fait, il y a une seule possibilité d'URL, là, donc on ne peut pas se tromper sur la représentation. Le « et » est représenté dans un autre schéma, le RDF syntaxe type. Et la personne, ici le FOF, du schéma friend of a friend, qui va proposer en fait la représentation ontologique de c'est quoi la relation de personne. Et ça, en fait, on peut l'utiliser avec, par exemple, un langage de requête, Spark, qui est le plus connu. Et en fait, avec ces informations-là, si on veut chercher les personnes que Tim Berners-Lee connaît, en Spark, on va faire une requête select person nom from une carte, de Tim Berners-Lee. Donc toujours de Tim Berners-Lee. Mais en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est le FOF knows. En fait, la relation qu'on connaît, une personne que l'on connaît, en fait, elle est définie dans le modèle de personne. Et donc, si on a oublié d'indiquer toutes les relations, que l'ami de l'ami connaît l'ami, on va les retrouver grâce au graphe de relation. Et donc, un petit poids de vocabulaire entre taxonomie, thésaurus, ontologie. La taxonomie, ça récupère avec des relations hiérarchiques, presque un dictionnaire, quelques catégories. Le thésaurus, c'est une taxonomie avec des relations. Donc, on va rajouter les synonymes, les termes proches. Et en fin de compte, l'ontologie, c'est une taxonomie, donc ce qu'on avait avant, plus les relations. Donc, la relation des frères de, qui peut provenir d'un schéma de données FOF. L'intérêt d'utiliser des ontologies, la performance de stockage, on ne stocke que des triplés. Donc ici, en fait, l'usage de base NoSQL est idéal, c'est pas très gourmand, ça s'étend facilement, c'est rapide d'accès. Les difficultés, c'est qu'il faut créer les modèles, donc le FOF, là, on va encore le créer. C'est justement un modèle générique. Si vous traitez des personnes, appuyez-vous dessus, le travail est déjà fait. Donc là, on peut déjà l'utiliser. Par contre, si vous avez d'autres types de données à traiter, il va falloir créer le modèle. Les performances de recherche, là, j'ai des sérieux doutes. Moi, le moteur Spark que j'ai essayé n'était pas hyper performant, mais bon, des fois, la qualité de la réponse vaut mieux peut-être que la rapidité de réponse. Et naturellement, on a de l'existant. Les bases de données existantes actuellement, enfin l'information existante format, en fait, elle n'est pas sous ce format-là, donc ça va être difficile à utiliser. Mais on verra en fait qu'on peut avoir un usage des ontologies pour le data mining
qui peut être aussi intéressant. Donc on voit que les questions de traitement d'information sont essentiellement de classer les données et de mettre les relations entre les données. Donc les usages de nos jours actuels d'ontologie, alors il faut connaître protéger parce que c'est l'éditeur le plus répandu et il permet en fait de créer des schémas OWL qui est la structure la plus connue de schémas d'ontologie et on l'utilise aussi pour faire des requêtes de zéro performance mais c'est très pratique. Ce que je vous disais sur le data mining, c'est qu'en fait on avait des solutions proposées donc data mining, on va essayer d'explorer les données des bases existantes, sauf que quand on essaye d'attaquer réellement les bases, avec ces problèmes d'atomicité, etc., on ne sait pas quel sens il y a vraiment à l'intérieur des bases, les schémas des bases ne sont pas forcément connus, ils ont évolué. Et donc une technique est d'enrichir donc les bases de données qui vont produire des pages web, on va l'enrichir de données RDF, donc le format spécifique pour le web, donc le schéma d'ontologie spécifique pour le web, et en fait on va utiliser, on va explorer en fait, ces pages web enrichies pour extraire la donnée. En Perl, on a un projet 3W Perl RDF Power qui propose les packaging RDF Redland qui est une API d'accès à des bases de données de stockage, RDF Trim qui est pour les schémas, RDF Query qui est une implémentation de Spark. Dans le CEPA, on trouve aussi HTML, microformat, un document là, HTML, microformat, documentation notes, très adapté au data mining si ça vous intéresse. Dans le CEPA, on a aussi Pluto, W2 Perl, ça dit, en fait, les ontologies en Perl sont très utilisées par les biologistes, les recherches sur les labos de génétique. Parce que justement, sur les études du gène, il y a des relations qu'on cherche à découvrir, qu'on ne connaît pas, on va travailler dessus. Donc je ne sais pas si des gens travaillent ici dans le domaine. Enfin, je crois que c'est surtout concentré dans le sud-ouest. Donc on a des gens qui travaillent en Perl sur ces questions-là, enfin en France. Mais en fait, dans le CEPA, on a quand même pas mal d'outils. On peut voir aussi comment en fait, on va utiliser une ontologie avec des outils standards, parce que comme je vous disais, Spark n'est pas forcément hyper performant, des bases NoSQL, on n'a pas forcément ça sous la main. Si on a une représentation classique dans une base de données, ici une histoire, je vous donne un exemple qui date des premiers travaux du W3 vers le début des années 2000. Donc une base de données où en fait on a une base de données où en fait on a des ACL, des ID et des access. Donc sur SL6, on a l'ID 100 qui donne l'accès sur le 122, peu importe. Et donc quand on a en fait, donc ça c'est une approche SQL standard, vous savez que quand on va vouloir faire évoluer ça, on va nous dire il faut rajouter telle colonne, ça va telle colonne supplémentaire, machin, on altère les tables, etc. Ça applique le code, toutes ces choses classiques. Une représentation sous forme de triplet, donc dans une base SQL standard, où en fait on aura le prédicat, le sujet et l'objet. Ici volontairement, donc on a 3 fois en fait, notre ACL6 elle est ici, et là on a un sujet qui va les lier, donc l'ID 100 et l'access 3128. Donc idem pour la deuxième. Donc, en fait on n'a qu'une représentation sous forme de triplet. Donc ça veut dire que si on ajoute des prédicats, on ajoute, peu importe, on en rajoutera sans problème dans la base, sans altérer la table, ni modifier le code. La requête, là vous avez peur. Vous avez peur, donc c'est une grosse voiture, hein, mais encore une fois, on a sûrement une grosse voiture, mais on a quelque chose de standard, et quel que soit le prédicat. Donc c'est sûr, on aura en performance, mais on va gagner en souplesse. Donc voilà ces questions d'exemples de
une question, donc, comment utiliser en fait, l'ontologie dans notre problématique de fusion. Donc, je vous expose rapidement notre problématique de fusion. En fait, donc, on était 4 universités qui ont fusionné en une seule, l'université de Lorraine. Alors on va dire 5 universités, parce qu'en fin de compte, les 3 universités de Nancy avaient démarré une fusion à 3. Et donc on avait quelque chose qui s'appelait l'université de Nancy. Donc ça nous a créé un 4e système d'information et Metz est arrivé. Donc résultat, il y avait 5 SI à fusionner. Avec des qualités de données variables, la fusion entre les universités de Nancy a été faite presque manuellement. Alors la question c'était fusionner pour créer des mails pour tous les utilisateurs au 1er janvier. En sachant que donc, il y avait des gens qui avaient des postes dans 3 établissements, voire 4, vu qu'ils étaient fusionnés à la main dans l'université de Nancy. Donc la technique c'était machin s'est inscrit, créer lui un compte à tel endroit. Donc on va avoir le compte n'est pas créé de la même façon, on a des erreurs de ceci. Donc la qualité des données est très très variable. On n'est pas encore fusionné, donc on n'a pas accès à des informations comme le numéro de sécu. Donc on n'a pas le droit de se servir de ça. Et bon, de toute façon, on n'est pas forcément hyper fiable non plus. On se rend compte très vite que les règles de fusion vont être variables. C'est-à-dire que certains n'avaient pas compris les règles de la même façon, donc on était avec des règles. Au cours du temps, on apprend que la condition a changé, mais en fait, oui, nous on avait compris comme ça, donc on va le faire comme ça. Et donc on n'a pas de schéma ontologique qui représente ces données. Hein. Avec des données aussi supplémentaires qui apparaissent au cours du temps. Avec des données supplémentaires qui apparaissent au cours du temps. C'est ma vidéo. On se rend compte aussi qu'avec ces données supplémentaires, les tables de traitement des données vont varier fortement, et ça en 6 mois on peut le faire. Donc c'est décidé en juillet, il faut qu'au 1er janvier, tout le monde ait des mails en Univ-Lorraine. Donc on reconnaît tous les identifiants, machin, tous les mails, les gens qui se retrouvent avec 4 ou 5 mails dans tous les établissements. Donc il va falloir faire un compromis. En 6 mois, on n'a pas le temps d'étudier toutes les méthodes Spark, de faire des modèles WL des questions, mais voilà, les ontologies, on se rend compte que c'est un traitement de données, c'est une approche très très souple du traitement des données. Donc tant pis, on va coder les relations. Alors, en plus, il va falloir faire des choix manuels. Il y aura des cas qui seront difficiles à décider, donc ça sera un être humain qui dira oui, c'est vraiment la même personne ou pas. On les a appelés, on a vérifié. Donc en plus, on va faire ça avec une interface web. On est dans 4 établissements retraités, il nous faut un accès Shibboleth, etc. Donc la solution, donc on va faire un compromis, on va utiliser des outils standards pour réaliser ça. Sur le côté ontologique, l'objectif c'est on sait qu'on a un qui va ressembler à B. Donc A va ressembler à B, donc on aura une propriété symétrique avec une cardinalité, il va ressembler plus ou moins. À certains seuils, il faudra une décision humaine. Et l'autre relation, le nouveau 1 et l'ancien 1. Donc on a 2 propriétés, 2 relations à mettre en place. Donc la solution qu'on va utiliser, moi je suis un contributeur de GIFTI aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. J'ai assez l'habitude de GIFTI. GIFTI contient l'ORM, donc une abstraction à la base de données qui est GIFTI DBI. Et donc en fait la relation ressemble 1, on va la traiter dans une table SAN-AS, et en fait on a une fonction loader create, donc on va charger les données ou les créer. Et en fait l'intérêt de l'ORM c'est de pouvoir, et de pair en particulier, c'est de pouvoir surcharger tout ça pour que ça répond à nos besoins. La relation E, on va la représenter dans une base PeopleIs, ça sera le nouveau compte de la personne et qui doit être lié en fait à son établissement principal. Et donc toutes nos personnes traitées seront dans People, où on verra tous les comptes similaires et le nouveau compte qui vont tenir. Donc rapidement, c'est du pseudo-UML, on peut passer rapidement, mais en fait on a une classe People, SAN-AS, People. Un peu de code.
Donc sur du loader create, donc on va surcharger dans SEM1, donc ici le loader create. Donc ça c'est déclare de la classe, on passe ses arguments. En fin de compte, quelque chose assez simple, on load avec P, donc on a juste des associations PA, P2, donc ARP1, ARP2, et donc, où ça retourne quelque chose, où en fait on requête ARP2, ARP1 dans l'autre sens. Et donc on a un peu notre relation symétrique en surchargeant le loader create. Super vite, la cardinalité sur le SEM1, il fallait comparer les noms des gens pour voir s'ils se ressemblaient plus ou moins. J'ai utilisé string approach plutôt que le text level chain. Donc en enlevant les caractères de TF8, en enlevant les accents, machin, etc. pour pouvoir comparer, calculer une distance de ressemblance. Donc string approach c'était mieux que le text level chain, mais en fin de compte on se rend compte que c'est pas suffisant tellement il y a des erreurs de choses comme ça. Une façon de faire, donc le people list, donc tous les gens qui ressemblent à une personne, c'est pour la syntaxe justice du BD, donc au niveau de tous nos people, on fait une collection de people où limite on requête le new icon qui ressemble et donc on retourne la collection. De la même façon, si on veut chercher non, c'était tous les autres qui avaient le même, enfin tous les autres qui étaient liés, et là c'est tous les autres qui ressemblent. Donc on va requêter dans notre SEM1, et donc en fait on va faire une requête dans les deux sens, à cause de la symétrie. Donc on veut l'IPA, l'IP2, et on les ordonne en fonction de la cardinalité. Et on retourne sur la collection. Si on veut, quand on veut afficher nos résultats, par exemple, si on veut afficher le compte de référence d'une personne, et quel que soit le compte, en fait, on aura donc un people, nouveau compte, principal, son établissement et son nom. En fait, on accède très rapidement à toutes les données dans tous les sens. La conclusion, c'est qu'en fait c'est une solution, c'était une solution de compromis, c'était pas tout à fait un modèle ontologique. Le code de SEM1 et des choses comme ça, ils ont été codés dans la main, enfin ils ont été codés dans l'application. Le code est disponible en ligne, sauf que ça vous ne servira, vous le regardez par curiosité. Vous pouvez aussi voir, en fait, comme il est dans le SVN, les modifications qui sont dans les recherches de solutions, en fonction au cours du temps, des nouvelles contraintes, des nouvelles informations et des choses comme ça. Donc c'est à peu près inutilisable, au moins la recherche de solutions, et inutilisable parce que nos contraintes étaient très variables. Par contre, le reste est tout à fait public. Et ce qui nous intéresse là-dedans, c'est la formation dans le code, mais on n'a pas fait le temps pour une question de rapidité. On voit l'intérêt d'un ORM et la puissance de l'ORM qui permet de surcharger pour créer en fait, les relations. Donc en fait tout l'intérêt de l'approche, c'est qu'on a une approche ontologique. Donc on distingue bien les relations et on travaille sur les relations et sur les graphes. C'est ce qui apporte une grande souplesse et en fait ce qui a permis de tenir les contraintes hyper variables qui a été très court. Je fais une petite bibliographie. Si les questions de catégorie vous intéressent, les catégories de leur histoire, très bien. Alors si vous vous intéressez à la logique classique, si vous voulez faire du syllogisme, les différentes formes et de familles de syllogisme, qui a été enseigné jusqu'à 19 c'est bien. Sur les questions de linguistique, le signe Umberto Eco, c'est une très bonne introduction. Sur Wittgenstein, les limites du langage, c'est aussi assez court, c'est très bien écrit. Pour les questions en ligne, plus particulièrement l'introduction aux ontologies, et l'exemple est tiré de ses premiers travaux, c'est une question d'approche, je ne sais pas si c'est vraiment un truc d'actualité de ces jours. Et en cas où, je vous invite à vous intéresser. C'était une présentation destinée à donner des idées plus qu'autre chose. Par contre, je pense que ça peut être un domaine
très fécond. Je pense que vous pourrez utiliser ça pour plein d'applications. Perl peut être bien adapté. Je n'ai pas vraiment le temps de développer ces questions, mais si j'avais le temps, je m'intéresserais. Donc, voilà, on a des modules, on a du Spark, on a des trucs ADF. Je pense que c'est des sujets prometteurs. Vous avez des questions? Oui. L'une après l'autre. La relation ressemble à Oui. le terme. Est-ce que c'était pondéré la réponse? Est-ce que tu peux dire Oui. ça ressemble beaucoup, ça ressemble un peu? Oui, c'est la cardinalité de la relation. C'est la cardinalité de la relation. Donc en fait, on va essayer de la calculer. Alors, je vous ai mis la partie courte qui est sur où en fait on compare les nombres, mais en fait on va comparer aussi les dates de naissance sur les adresses mail, etc. D'accord. Donc c'était la même question. C'était pas uniquement le nom, c'était sur plusieurs paramètres. Oui, c'est sur plusieurs paramètres. D'accord. Qui ont varié au cours du temps en fonction des informations qu'on a. Ça a été un métier calculatoire justement ça? Au final, de toute façon, c'était soit on met un certain seuil où on le lance automatiquement, ou on l'identifie automatiquement, et après en fait on bloquait ça et il fallait faire un choix manuel, quoi. Donc après en fonction des résultats qu'on avait, on a dû beaucoup traiter à la main. Oui. Une autre idée que j'aurais eue si j'ai résolu le problème, au lieu d'utiliser les ontologies, qui utilisaient, je cherche le nom, les ETL, un ETL typiquement qui est fait en Perl, qui s'appelle Talend. Ouais, chez nous les Talend, en fait ils utilisent la partie Java de Talend. On avait aussi une nécessité de choix manuel. Donc on aurait pu coder une partie de ce calcul dans un ETL, mais en fait l'information est tellement variable. Et on avait aussi une nécessité au final de faire un choix manuel, donc il nous fallait une application. On ne peut pas le faire avec un ETL. Je pense pas, parce qu'en fait le calcul on aura trop de. Tout dépend de la complexité des données qu'on va traiter pour la fusion. Si elles sont bien claires, etc., sans doute le TL lui peut les fusionner. Par contre, quand on va arriver dans des cas d'incertitude et que les contrats bougent continuellement, des choses comme ça, je ne pense pas qu'on y arrivera en TL. Enfin, on y arrivera. Il va falloir traiter de façon en décalage. Enfin, c'est plus. J'ai pas utilisé des ontologies, c'était essayer c'était avoir l'approche ontologique qui permet la souplesse. Si on avait tout codé dans du SQL classique, je pense qu'on aurait rendu ça réglé en changeant les règles tous les 15 jours et les marches arrière, des choses comme ça. Je rejoins la question. On m'a présenté il y a quelques mois un produit commercial qui s'appelle Ontologie avec une graphe, en anglais américain, et c'est un ETL. Oui, comme quoi c'est des termes à la mode. Il y avait justement toute une partie qui était de logique floue, si on peut dire, c'est-à-dire d'essayer de calculer la distance entre deux entités pour savoir si c'est la même ou si c'est pas la même, sachant qu'à la fin il y a toujours 1% ou 0,1% de cas où il va falloir regarder manuellement parce qu'on n'est pas sûr, mais où on arrive à automatiquement la ressemblance entre les objets pour réussir à les identifier. Et là, c'était l'exemple qu'il nous avait présenté. C'était un réseau technique avec des routeurs, toutes sortes de choses comme ça, sur toute la France, donc un réseau absolument énorme. Et il y avait plusieurs bases de données qui référençaient chaque routeur, chaque bout de câble entre deux routeurs, chaque machin. Et le but, comme il y avait deux bases de données, lui qui servait à la maintenance des choses, à savoir combien de temps ça avait été, etc. Et une autre qui servait à connaître la connectivité. Et le but, c'était d'en faire une seule. Et donc, ils ont utilisé ce produit-là et ça marchait pas mal apparemment. Bon, c'est juste une ainsi, mais où il y avait fortement quelque chose qui ressemblait à ça, qui était de dire est-ce qu'on arrive, est-ce que c'est la même entité ou est-ce que c'est une entité différente? Oui, enfin, voilà, c'est aussi des thèmes à la mode, donc là, je pense que c'est presque aussi un cas de data mining où en fait on cherchait à explorer les deux réseaux et donc c'était une solution peut-être ça me peut utiliser, donc
est-ce qu'on est, si on est obligé de le coder ou pas. L'approche intéressante aussi que je disais, qui est d'enrichir les données en fait, au niveau par une interface, donc d'enrichir les données sous forme de triplé et de retrouver la relation après coup. Je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être très fécond pour le data mining. Je ne sais pas vraiment quelle était l'approche à cet outil-là. T'as dit qu'au code était en ligne, il est en ligne à quel endroit? Il faut chercher check LDAP UDL. Check quoi? Check LDAP UDL, mais je pense que ça doit être écrit sur la presse. Donc pour l'instant, c'est toujours sur le site d'une ancienne, le SVN d'une ancienne université. Donc je pense que Google l'a trouvé depuis longtemps. Check LDAP, UDL. oui. Ah, il a eu un UDL.